Et puis, je vais tout de suite passer la parole à Viviane Vernon, qui va nous parler d'un thème qu'on pourrait penser un peu disruptif par rapport à la qualité, c'est-à-dire l'improvisation, mais peut-être pas tant que ça. Donc, Viviane, à toi la parole. Voilà, merci beaucoup pour l'introduction déjà, Valérie. Et bonjour à toutes et à tous. Je dis également bon café à ceux qui ont un café, bon thé à ceux qui ont un thé. Et puis attention sur la route pour ceux qui sont en voiture également. Donc effectivement, je vais vous parler d'improvisation, improvisation théâtrale. Et avant toute chose, dans l'improvisation théâtrale, avant le côté théâtre, on va beaucoup parler d'improvisation. Euh, Souvent, quand je prends des élèves ou que je fais des formations où je parle d'improvisation théâtrale, il y a une sorte d'image en fait de l'improvisation théâtrale qui est euh, assez ludique. Et ça, c'est vrai que c'est très positif. Et des fois, on oublie en fait que derrière cette pratique-là, il y a un vrai fond. C'est, j'aime le dire, un sport collectif. C'est-à-dire que ce n'est pas un sport individuel, c'est déjà un sport. Et comme tout sport, il est animé par des valeurs, il est animé par de la technique. Et c'est justement la possibilité de pouvoir allier ces valeurs, cette technique qui vont faire qu'on va réussir à improviser. Improviser, c'est quoi? On va commencer par le début. En fait, improviser, déjà, c'est créer ensemble une histoire avec des rebondissements, avec des personnages, avec des résolutions, avec des conflits. Bref, on va faire de la vie euh, une histoire qu'on va pouvoir restituer. Il y a une phrase que j'aime bien dire souvent, c'est que la plus grande improvisation, beaucoup de personnes me disent, oui, mais moi, je ne sais pas improviser. Alors déjà, ça me fait plaisir de les avoir en cours ou de les avoir en formation, parce que ça veut dire qu'on va apprendre ensemble. Donc ça, c'est le côté positif. Et également, improviser, ben, en fait, on a tous réussi à le faire quand on était petit. Quand on était à la cour de récréation, on a tous joué aux gendarmes et aux voleurs, on a tous joué aux cow-boys et aux indiens, on a tous joué à des jeux où on était dans des rôles. Et ça, en fait, on l'a oublié par un passage obligé qui s'appelle l'adolescence. On a commencé un petit peu à se regarder. Et ce que je dis souvent, c'est qu'en fait, on a tous les capacités, on les tous fait. Donc, il faut réapprendre à revenir en arrière, redevenir un enfant, mais en même temps, y mettre derrière un peu de fond. Et l'improvisation, c'est un superbe outil qui, lorsqu'il est utilisé, va nous permettre en fait de faire bouger les lignes, ce qui va permettre de d'augmenter le champ des possibles. Voilà en introduction pour me présenter très rapidement. Donc moi, je m'appelle Viviane Vernon. Ça fait 15 ans que je travaille dans le domaine de la QSE. J'ai toujours eu une approche qui était très orientée sur l'humain, c'est-à-dire que l'humain fait partie, est un outil, est un acteur incontournable de la mise en place d'un système de management. Et on a besoin de lui pour faire en sorte que ça fonctionne. Le plus beau des process, le plus beau des tableaux de bord, le plus beau des indicateurs ne fonctionnera jamais si derrière, il n'y a pas des personnes qui sont convaincues et qui sont acteurs de justement de la mise en place de ces process et de ces indicateurs. À côté de ça, j'ai également 15 ans de théâtre d'improvisation. J'ai commencé comme comédienne. Je vais vous expliquer que ça a commencé un mardi soir où il pleuvait. Je m'en souviens encore parce qu'en plus, là, c'était mon dernier cours d'impro, c'était lundi et il pleuvait. Je dois avoir un problème avec la pluie. J'ai commencé comme comédienne. J'ai été ensuite professeur de théâtre et aujourd'hui, je suis coach également de comédiens pour pouvoir justement les préparer à monter sur scène. Donc, en gros, un bon cerveau droit, un bon cerveau gauche bien développé et un besoin de réunir les deux et en fait de mettre les deux outils, de se rendre compte qu'en fait, on parle de système de management ou qu'on parle de théâtre d'improvisation, mais en fait derrière tout ça, c'est vraiment la mise en puissance des humains en fait qui sont derrière. Ma mission, elle est de former et d'accompagner les entreprises dans leur structuration et leur organisation. Ça, certes, que ce soit en indépendante, en intervenant ponctuellement dans les entreprises ou dans des plus, je devrais plutôt dire dans des entreprises, dans des associations et des entreprises de plus ou moins petite taille ou grande taille. Mais j'utilise le théâtre d'improvisation comme vecteur d'appropriation, parce que comme vous allez le voir en termes de gestion du changement, c'est un outil qui est assez fabuleux pour permettre de faire les premiers pas et se tromper dans un environnement sécuritaire. J'ai un style qui est très orienté sur la co-création, sur des interactions qui sont plutôt dynamiques.
et je vais beaucoup être présente sur le terrain, pouvoir justement aller chercher véritablement les personnes. À partir de là, je vous ai tout dit. Si jamais vous avez besoin de questions, si vous avez besoin de poser une question, de préciser un propos, ou si vous avez l'impression que j'ai mal formulé quelque chose, vous n'hésitez surtout pas à m'interrompre et je répondrai avec grand plaisir à cette interrogation. Un petit fun fact. euh, tout au long de ma carrière, je me suis fait une spécialité en théâtre d'improvisation. C'est que on fait un truc qui s'appelle l'improvisation théâtrale et en forme catch. Donc c'est-à-dire c'est des battles de 2 contre 2. J'ai fait ça pendant une dizaine d'années. Allez, c'est mon petit moment de gloire, mais j'ai été championne grenobloise Rhône-Alpes et Auvergne-Rhône-Alpes. Et aujourd'hui, je suis arbitre de catch impro. C'est-à-dire que officiellement, je vais aller justement arbitrer des compétitions type de battle que l'on peut avoir. Vous avez la dernière photo en date qui a été pressée hier d'un spectacle d'un catch impro qui arbitrait dimanche. Tout à fait. Je dois avoir un truc aussi avec les bras croisés. Je sais pas pourquoi, mais et oui. Voilà pour ma petite présentation. Bien. Pourquoi est-ce que c'est important, justement, de mettre les choses un peu en contexte pour vous expliquer qu'effectivement, le terme d'improvisation, c'est chouette. C'est un outil ludique, c'est un outil fun, c'est un outil où on se rencontre. Et en fait, de l'utiliser dans la formation, ça répond à un objectif. Jamais dit qu'il fallait faire du théâtre d'improvisation pour faire du théâtre d'improvisation. C'est comme dans les entreprises où on va aller faire de la sophrologie, on va aller faire des arts martiaux, on va aller mettre en place des activités qui sont en dehors du cadre purement de la ligne professionnelle et la ligne métier. Mais derrière tout ça, en fait, bah, il y a des enjeux qui sont liés justement en particulier à la QSE et à la RSE. Que ce soit tout ce qui est lié à la qualité de vie au travail, euh, des rencontres générationnelles qu'on est en train de vivre, qu'on a vécu, qu'on est en train de vivre et qu'on va vivre. Les alphas qui sont en train d'arriver, les Z qui sont déjà présents, les millénials, etc., etc. Toutes ces générations, il faut qu'elles apprennent à vivre ensemble, à communiquer et à créer ensemble. Tout ce qui est problématique ou enjeu lié en fait au burn-out et au turnover, où aujourd'hui on a une tendance à amener la responsabilité sur la personne qui est victime du burn-out. Typiquement, bah, en fait, aujourd'hui, amener une autre façon de manager, c'est aussi reprendre un peu le problème. Et là, je vais réfléchir un petit peu en 5 pourquoi, mais revenir un petit peu à la cause racine, qui est de dire, attention, nos méthodes de management ne sont peut-être plus adaptées aujourd'hui et il faut apprendre à faire les choses autrement. Pour faire les choses autrement, il faut le faire vite. Pourquoi? Parce que, bah, en fait, les métiers d'aujourd'hui, eh ben, en fait, ils sont en train d'évoluer super vite. Donc, il faut travailler sur une certaine habileté, agilité intellectuelle et de cerveau pour pouvoir justement faire en sorte que on change dans le bon sens et, entre guillemets, rapidement. Gardons en mémoire qu'en 2030, on a des objectifs qui sont forts au niveau QSE et RSE, et on a des métiers qui n'existent pas encore, donc il va falloir apprendre à pivoter vite et à former rapidement non seulement la nouvelle génération qui rentre sur le marché du travail, c'est vrai, mais elle va pas tout faire. On va aussi se focaliser sur les personnes qui sont déjà en poste. Et ces personnes-là, il va falloir aussi les amener à se mettre dans le bon sens. Je vous parle de sens au travail, effectivement, ça c'est une grande priorité aussi. Et on a, au fait, quand on regarde les taux de turnover et effectivement l'intérêt du sens au travail, comment est-ce qu'on fait pour réussir à faire en sorte d'avoir une organisation qui communique mieux avec des collaborateurs qui sont plus épanouis. On pourrait croire que ça n'a rien à voir avec le thème d'improvisation. Pourtant, tout ça, ce sont des enjeux où il y a une solution. Et un outil en particulier qui est travailler sur les personnes qui font et modifier les personnes qui font. Quand je dis modifier, c'est pas les transformer par l'opération du Saint-Esprit ou avec de la sorcellerie, hein, qu'on soit clair, mais c'est les amener à travailler autrement et à se former autrement et à interagir autrement. L'idée, c'est quoi? C'est d'avoir un programme où non seulement lorsqu'on fait du théâtre d'improvisation, on va aller également les former
aux techniques de management. Je dis souvent, il y a plein de choses qu'on dit dans les entreprises, c'est que on parle beaucoup de posture, de flou, de droit de se tromper, mais jamais on les encadre. Et ça, en fait, on va essayer de le faire avec le théâtre d'improvisation. Ça, c'est important. Et concrètement, je reviens à nos valeurs. Et ben, en mettant le théâtre d'improvisation, et ben, tout ce contexte d'enjeux que j'ai pu vous présenter avant, qui sont, ben, dire il faut changer, on l'a tous entendu dans nos organisations, il faut changer, il faut revoir notre posture, il faut valoriser le droit à l'erreur, il faut. Qu'est-ce qu'on va faire la plupart du temps? On va mettre en place des process, des systèmes de remontée d'événements, pardon, de remontée d'événements, des systèmes de reporting. On va mettre en place des commissions. On va mettre en place une organisation. Et ce qu'on va oublier, c'est que le droit à l'erreur, quand moi j'ai été formé, quand moi j'ai été déformé, je devrais plutôt dire, en rentrant dans une entreprise, à être sanctionné. Et quand je dis sanctionné, ça ne veut pas dire obligatoirement mis à la porte ou avoir un avertissement. Mais en tout cas, en recevant une sanction qui est, ben, en fait, j'ai pas si tant le droit à l'erreur que ça, et ça fait 10 ans que je travaille dans mon entreprise, et que mon manager a été lui également déformé sur cette façon-là, ben, c'est hyper difficile de changer. Et vous allez pouvoir faire toutes les formations que vous voulez, tous les e-learning que vous voulez, tous les séminaires que vous voulez. Si intrinsèquement, je n'ai pas décidé, je n'ai pas essayé, et mon organisation ne m'a pas démontré que je pouvais faire, eh ben, ça va être compliqué. Donc, un des outils, c'est justement d'utiliser le théâtre d'improvisation, mais pas juste comme euh, comment ça s'appelle ça, comme du team building, pas comme du ponctuel, mais vraiment comme étant une activité qui est au cœur des équipes. Les valeurs de l'impro, elles sont simples. La première, c'est la coopération. Comme je vous ai dit, c'est un sport d'équipe. C'est une grande différence qu'on fait avec le one-man show. Même si derrière quelqu'un qui fait un one-man show, il y a tout un staff. Il y a tout un staff d'écriture. C'est vrai. Mais là, par contre, c'est en live. Il n'y a pas d'écriture. C'est tout de suite maintenant. C'est notre créativité spontanée qui fait qu'en fait, on va réaliser cet exploit ensemble. Et ça, c'est des choses qu'on pourrait, tous les improvisateurs, se tatouer sur les bras pour dire, ben voilà, la coopération, la co-création, la collaboration, j'ai besoin de toi pour pouvoir créer, tu as besoin de moi pour pouvoir créer. Si moi, je ferme, si toi, tu fermes le dialogue, en fait, on n'y arrivera pas. Et puis, donc, je vous ai parlé de la créativité spontanée. Ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est spontané. C'est-à-dire que mon état d'esprit, quand je suis en train d'improviser, il y a un élément, un stimulus qui va se passer. Moi, dans ma tête, ça, c'est une super idée, ça. Et je vais aller l'exploiter. Je vais pas demander l'autorisation. Et en même temps, je vais pas forcer. C'est un équilibre que j'aime bien dire entre la politesse et la rudesse. On est dans un de mes, un de mes cours, une de mes formations, c'est un diptyque que vous entendez tout le temps, politesse, rudesse. C'est-à-dire que je prends l'idée, je la mets sur la table, je dis, OK, on va faire ça. Je demande pas l'autorisation, mais par contre, je vais pas l'imposer. Ce qui fait qu'en fait, ben, on va créer ensemble de façon très souple. Un autre point, c'est que le droit à l'erreur, c'est obligatoire. C'est-à-dire qu'en fait, moi, il n'y a pas un spectacle d'impro, il n'y a pas un cours d'impro, il n'y a pas une improvisation, il n'y a pas une erreur. J'étais dimanche dans une finale, j'étais arbitre sur une finale. Donc, gros championnat, on est une quarantaine au départ. On a des improvisateurs exceptionnels sur scène, des personnes qui sont très expérimentées, commencent leur spectacle. Il y a, allez, sur 1 heure et quart de spectacle, il y a 5 erreurs notables que tout le public peut voir. Nous, on en a remarqué une dizaine parce qu'on a l'œil aguerri en tant qu'arbitre. Mais à aucun moment c'est un mauvais spectacle, à aucun moment on a passé un mauvais moment. Donc le droit à l'erreur, on le valorise.
C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que l'on fait, c'est que même lorsque quelqu'un fait une erreur, on l'applaudit. C'est-à-dire que, ah, t'as dit une mauvaise chose, on t'applaudit. Pourquoi? Parce que derrière l'erreur, c'est l'apprentissage. Et valoriser tout simplement des choses de façon simple, les erreurs, en les applaudissant, c'est dire en fait ton erreur est la bienvenue. Et ça, c'est quelque chose qui est très important de nos valeurs en tant en théâtre d'improvisation. Et la dernière chose qu'on va faire, c'est qu'on veut conserver l'authenticité. On veut pas faire des gens euh, des superstars. On veut pas en faire des personnes qui sont différentes. On veut que chacun puisse évoluer, se découvrir et se recentrer. Et on va conserver les caractérisations de chacun. Ce que j'aime bien dire, c'est que si vous venez en étant fatigué, vous êtes fatigué. Parce que la journée a été dure, parce qu'il y a des difficultés dans le quotidien, parce que vous avez la santé, tout simplement. Ou alors, au contraire, vous avez une pêche de malade. Pareil, vous êtes le bienvenu de la même façon. C'est la même chose, que ce soit en termes d'inclusivité. Vous êtes un homme, vous êtes une femme, vous êtes transgenre, vous êtes homo, etc. Et vraiment, l'idée, c'est on va conserver tous les éléments de votre identité et en fait, il y aura pas de jugement par rapport à ça. Et tout ça, ça nous amène à quelque chose, c'est de créer un espace sécuritaire pour pouvoir se muscler. Comme je vous ai dit, c'est un sport. Et comme dans tous les sports, eh ben, en fait, ça se pratique. Ça tombe pas du ciel. Quand on rentre dans un cours d'improvisation et qu'on a l'impression que c'est simple, nous, en tant que prof et en tant que comédien, on est très heureux. Parce que ça veut dire qu'on a réussi à vous mettre de la poudre aux yeux. On a réussi, en tant que comédien, à vous faire croire que c'était simple. Mais ouais, ça reste quand même un sport. Comme dans tous les sports, en fait, on s'entraîne. Et derrière tout ça, j'ai trois muscles que moi j'entraîne. Quand je dis que je les entraîne, en étant professionnel, je les entraîne à peu près toutes les semaines, entre 2 et 4 heures par semaine. Mais vous allez voir que sans prendre tout ce temps par semaine, on peut réussir à le faire. Le premier que je vais entraîner, je les ai pas mis dans le bon sens, je me rends compte. C'est mon premier que j'écoute, que je mets en valeur, c'est toujours l'écoute. On n'a pas ta présentation, hein, Viviane. C'est On pas est vrai. d'accord? Non, depuis tout à l'heure, on n'a pas ta présentation. C'est vrai. C'est adorable de me le dire, mais ça veut J'avais dire pas que je l'arrive compris à qu'il fallait que tu la capter. mettes tout de suite, donc excuse-moi. Oh, pardon, c'est ma faute. C'est ma faute. Vous inquiétez pas. C'est bon, là on J'ai l'a. pas dit, j'ai pas dit de bêtises entre-temps. On arrive au bon moment en plus. C'est super. Merci beaucoup. Bien. Ben, normalement, il est censé m'applaudir là parce que j'ai fait une erreur. Donc, mes muscles, en fait, ils sont là. C'est que mon premier muscle, c'est l'écoute. Le deuxième, c'est l'acceptation et le troisième, ça va être mon lâcher prise. C'est-à-dire que pour écouter, euh, si jamais je mélange tout ça, eh ben, je vais prendre un exemple tout simple qui vient juste de se passer. C'est euh, Valérie a fait preuve d'écoute en disant, tiens, c'est derrière le discours, il y a un truc qui se passe pas bien. Et là, en fait, tout de suite, elle rebondit. Et je reviens sur le petit slide que vous avez vu avant, que vous n'avez pas vu avant, justement. En créativité spontanée, en coopération, elle va tout de suite le dire. Elle va me dire, ah, tiens, là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas bien. De cette façon-là, elle le fait dans un cadre en préservant mon authenticité. Il y a un non-jugement. Là, il y a un truc qui s'est pas passé super bien. Et elle me donne le droit à l'erreur. Là, rien qu'en faisant ça, Valérie crée un cadre sécuritaire dans lequel je me dis, OK, en fait, tout se passe bien. Je suis pas en train de, je vais vérifier. Et à un moment, je suis en train de trembler. Donc, ça, on est vraiment sur, bah, comment est-ce que là, on a sur un très bon exemple concret que c'est Valérie de l'impro, tout simplement, c'est la valeur de la spontanéité et qui vont guider nos pas. Et à côté de ça, elle a fait preuve d'écoute en me le proposant et moi en réagissant doucement. Et un truc tout simple, je n'ai pas négocié. J'ai pas dit, attends, Valérie, on a fait le test avant, ça s'est très bien passé. Ben, en fait, je l'ai accepté tout de suite et j'arrive à corriger tout de suite. Ce qui fait qu'en fait, on gagne du temps, on gagne en expérience
et moi, je vous ai gagné un cas concret. Donc, en gros, tout le monde est gagnant. Et à côté de ça, je mets du lâcher prise parce que, ben, ok, j'ai pas tout maîtrisé. Et ça, c'est des muscles qui s'entraînent. Et quand on les entraîne, eh ben, en fait, c'est terrible, mais on gagne du temps. On gagne du temps, on gagne de la confiance. Et en fait, on va gagner de la création, de la co-création. Et comment est-ce qu'on fait pour ça? Ben, comme je vous ai dit, mon premier truc, c'est d'écouter. Et j'aime bien dire, je n'écoute pas avec attention, j'écoute avec over-attention. C'est-à-dire que j'écoute au-delà de ce que j'entends, au-delà de ce que je vois. C'est-à-dire que j'écoute la voix dans ma tête et j'écoute tout ce qui n'est pas dit, qui me fait dire, c'est pas comme ça que ça devait se passer. Ou alors, tiens, il y a des choses qui sont en train de se passer là et c'est hyper intéressant. J'ai comme l'impression que il y a quelque chose qui n'est pas dit entièrement. Il y a des signaux faibles qui font que il y a un truc à saisir. Et je n'écoute pas pour répondre, j'écoute pour comprendre, pour aller chercher et pour, si besoin, aller amener à clarifier et faire sortir les choses. Ça, c'est quelque chose, on a l'impression que c'est simple, mais je vous assure que quand on s'entraîne 2 heures par semaine, il y a un moment où on voit des résultats. C'est-à-dire que si on prend les fameux accords Toltec où on dit tu ne préjugeras pas, eh ben là, en fait, on est au-delà de juste la règle morale, on est sur l'entraînement technique pour réussir à le faire. À côté de ça, hop, je reviens sur mon j'accepte. Je dis oui et oui, c'est vrai, Valérie, et j'agis. Et je me mets en action. J'enrichis, je ne détruis pas. Je rajoute quelque chose de positif et jamais je vais aller revenir en arrière. Oui, mais Valérie, on avait fait l'essai tout à l'heure. Rien qu'avec mon ton de ma voix, ça devient exaspérant. Déjà. Oui, mais. Le oui, mais c'est un non. Ce qu'il faut qu'on apprenne tous à dire, c'est oui et. Dans mes entreprises précédentes, je faisais afficher cette règle sur les murs. Aucune phrase ne commence par non. Aucune phrase ne commence par oui, mais. Écoutez-vous parler, écoutez parler autour de vous et voyez le nombre de personnes qui commencent sa phrase par non. Alors qu'au bout du compte, il n'y a même pas de question. On va manger où à midi? Je prends des questions tout simples. On va manger où à midi? Non, mais c'est pas une question. Ce que je suis en train de dire, c'est pas du tout une question. Je suis en train de te demander où on va. Et tu réponds non. Et derrière ce non, en fait, c'est une sorte de micro qui nous empêche en fait, d'aller vers quelque chose. Et c'est ça, parce que techniquement, si vous avez eu, je sais pas, ceux qui ont participé aux neurosciences, au petit déjeuner du neurosciences, en fait, on se programme en fait là-dessus. C'est que si je me programme à entendre un non, en fait, ça veut dire que t'as pas envie. T'as pas envie de faire avec moi. T'as pas envie d'aller plus loin. Donc mon nom, il bloque. Et on le fait, je vous assure. Maintenant que je vous l'ai dit, vous allez écouter, vous allez voir le nombre de noms qui existent. Mais alors que si je ne le modifie pas, oui et pas oui mais, parce que oui mais ça veut dire non, je vais enrichir et je vais détruire. On va manger où à midi? On irait manger là? Oui. Et la prochaine fois, on ira manger à tel endroit. Je ne détruis pas, je construis. J'enrichis. On va manger là. Il faut prendre en considération que Jean-Michel est allergique aux œufs. Ok. J'enrichis. Je dis pas non. J'enrichis. Je ne détruis pas. Et quand on se met à accepter, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, on ouvre le champ des possibles. Il y a un film que je pourrais vous encourager à voir qui s'appelle Yes Man avec Jim Carrey et qui est l'histoire de quelqu'un qui passe son temps à dire non. Et un jour, il commence à dire oui. Et en fait, en disant oui, en acceptant
que on va faire les choses différemment, que ce matin, on va se retrouver tous les matins à 9h30 au lieu de 9h pour prendre un café ensemble. Et ben, en fait, on accepte de rencontrer de nouvelles personnes, de rencontrer de nouvelles idées, de rencontrer de nouveaux concepts, de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences, de nouvelles possibilités, et on va ouvrir notre champ des possibles. Mais on est tellement sur notre nom que c'est compliqué. Et comment est-ce qu'on fait? Eh ben, on lâche prise. Et ça, c'est le troisième point qu'il faut voir. Je lâche prise. C'est-à-dire qu'en fait, je ne cherche pas à tout contrôler. Je ne cherche pas à avoir raison. Parce qu'en fait, on s'en fiche. Et ça à tous mes élèves en tête d'impôt. Arrêtez de vouloir avoir raison. Parce que c'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce qu'on fait. C'est l'histoire. Vous pouvez avoir des valeurs, des croyances, des valeurs sur lesquelles vous ne voulez pas revenir. Et ça, souvent, c'est des choses que l'on travaille en amont. Je veux, je ne veux pas, ce qu'on appelle, nous, les cercles de, mince, euh, ah, j'ai mangé le mot. Euh, Ça va me revenir. Bref, avant chaque fois qu'on se voit, on dit clairement, voilà ce que je veux, voilà ce que je veux pas. Mais je ne cherche pas à tout contrôler. Au contraire, je vais lâcher mon costume, je vais lâcher mon personnage pour aller rentrer dans l'objectif de l'autre et ensuite commencer à créer une histoire. Je vais avancer, même si je ne sais pas du tout où je vais. Et ça, c'est tellement compliqué quand on est des adultes. Parce qu'on a tellement vécu de situations A et là, je vais les dire, vous les entendez aussi bien que moi, mais on a toujours fait comme ça. Et oui, on a déjà essayé de le mettre en place, Viviane, ce processus, mais au bout du compte, ça n'a pas fonctionné. Et c'était quand la dernière fois que vous avez essayé de le mettre en place? Il y a 17 ans. Vraiment, il y a 17 ans, vous avez essayé de mettre en place un processus, ça n'a pas fonctionné il y a 17 ans, donc ça ne va pas fonctionner maintenant. Vous pouvez essayer, comme vous voulez, d'aller convaincre quelqu'un qui a 17 ans, c'est la même chose qu'à aujourd'hui, que c'est plutôt l'inverse, qui a 17 ans, c'est pas comme aujourd'hui. S'il est dans sa croyance, il est dans sa croyance. Donc, pour faire tomber les croyances, eh bien, en fait, il faut entraîner les gens. Un cerveau qui fonctionne différemment. Et pour ça, eh bien, il y a plein d'exercices. Faire de l'impro, c'est quoi? C'est faire des exercices. C'est essayer. C'est se tromper. Et c'est développer des techniques. Alors ça, c'est que des photos réelles. D'un côté, il existe un exercice qui s'appelle émotion, détail, action. En gros, c'est deux personnes qui sont l'une en face de l'autre. Hop, ici, j'ai mon ami Nadège. Nadège, elle commence une histoire sur un titre qui lui a été imposé par Mireille. Le titre, je sais plus lequel c'était, mais elle commence son histoire. À n'importe quel moment, mon amie Mireille va pouvoir dire le mot va pouvoir dire le mot émotion. Quand elle dira le mot émotion, Nadège devra continuer son histoire en ajoutant les éléments d'émotion qui vont venir agrémenter son histoire. À n'importe quel moment, Mireille pourra dire détail. Et ça, en gros, elle va amener Nadège à préciser son propos, à préciser l'élément sur lequel elle a besoin d'avoir plus de détails. Et également, Mireille pourra dire action. Et à ce moment-là, ce qu'elle attend dans l'histoire de Nadège, ça va être de faire un grand pas, de mettre en place une action pour pouvoir, et là je vous le dis, bouger. Je vous le fais. Je commence une histoire qui s'appellerait Mes lunettes sont grises. Je commence une histoire. Il était une fois une petite fille qui partait à l'école avec des lunettes grises. Mireille me dit émotion. Elle en était très fière, extrêmement fière. C'était les lunettes qui lui avaient été offertes par son papa pour son anniversaire. Détail, cet anniversaire, il avait été organisé dans le jardin de la maison. Un énorme jardin dans lequel il y avait trois pommiers. Action. Et à partir de là, je reprends mon histoire. Action.
Un gros camion était arrivé et les portes du camion s'étaient ouvertes. Et là, on y avait découvert trois petits singes qui avaient envahi la maison. De façon toute simple, je crée une histoire et je suis obligé de ramener des éléments qui me sont imposés par un élément extérieur. Analyse des parties prenantes. J'ai des parties prenantes qui sont en train de changer en face de moi et dont les besoins sont différents. Et moi, je ne négocie pas, je fais. Je développe mon écoute, mon lâcher prise, parce que là, je suis plus du tout en maîtrise de ce qui est en train de se passer, et l'acceptation, parce que je dois faire l'exercice. Vous faites le parallèle avec vos systèmes de management et l'amélioration continue et les parties prenantes qui changent, et là, vous avez compris qu'il y a des liens. Si moi, je suis entraîné dans un cadre ludique et sécuritaire à prendre en compte des nouvelles informations, ben, je vais pouvoir réagir de façon beaucoup plus souple et agile. Et on n'est pas en train de parler de process, on est en train de parler d'état d'esprit. On est en train de parler de construction d'humain. De la même façon, un autre exercice, alors la photo a été prise hier, donc là c'est moi. Ou là, on a un autre exercice qui s'appelle Good Cop, Bad Cop, où moi je fais le rôle de l'accusé, on m'accuse de quelque chose qui n'est pas positif, et j'ai un méchant gendarme qui est en train de peindre en noir le tableau et j'ai un gentil gendarme qui est en train, lui, au contraire, de plus ou moins me prendre ma défense. Mais par contre, eux, ils ont un objectif commun qui est me faire avouer. Et donc, chacun va y aller de sa pratique, de ses arguments, etc. Donc là, ça développe quoi? Bah, la prise de parole, la prise de recul sur soi-même, bref, over-écoute, parce que moi, mon objectif, il est aussi de deviner quoi je suis accusé. Donc, j'ai une écoute maximale. Là, on le voit bien en plus, parce que je suis en train d'écouter aussi bien avec mes yeux qu'avec mes oreilles, le lâcher-prise et bien sûr l'acceptation, un petit peu moins, même si quand on est à cette place-là, faut accepter de se faire un petit peu audoyer, mais tout ça, c'est un cadre sécuritaire. On n'est pas sur un cadre qui est vraiment, on est un cadre pour vraiment s'amuser. Autre point, une image imposée. Alors là, vous voyez mes prouesses techniques et de souplesse, où en gros, là, comment ça se passe? Moi, je vais imposer des images. C'est un peu la même idée que émotion, détail, action, sauf que là, en fait, c'est avec des positions. En gros, ce personnage ici, commence à faire son histoire. Et moi, je lui impose, je lui montre des positions et il va être obligé d'intégrer les positions de ce personnage dans son histoire. Donc, moi, en tant qu'écoute, obligatoirement, ça ne développe pas grand-chose, mais par contre, en lâcher prise et en acceptation, là, en fait, je vais avancer super vite. Un autre exercice qu'on fait beaucoup et qui est très intéressant parce c'est un exercice qui se fait dans le calme. Et ça aussi, il faut bien le comprendre, c'est que on apprend en théâtre d'improvisation à gérer les énergies. Les hautes énergies, à les faire baisser, ce qu'on appelle les statues, et les faibles énergies, à les faire monter. Ça, c'est un exercice qui s'appelle la chaise vide. Et pendant cet exercice-là, en fait, on a une chaise où on a une personne qui est assise dessus, une personne fictive, qui a quelque chose de très important à nous dire. Et nous, notre travail en tant que comédien, c'est de discuter avec cette personne-là et de lui laisser la parole sans lui couper la parole, sachant que c'est une personne fictive. Donc ça donne des moments très apaisés, mais qui ont la faculté de quoi? C'est de développer une écoute qui va encore plus loin, de lâcher prise parce que là, faut vraiment se dire qu'en fait, le cerveau, il est un peu torturé parce qu'il y a un personnage qui est pas là. Donc en fait, on pourrait lui faire dire n'importe quoi, mais ça nous fait quoi? Et là, il y a un vrai travail très sur la gestion, la compréhension de mes émotions et de comment je la restitue pour pouvoir en fait justement créer avec cette personne qui n'existe pas et qui n'est que dans ma tête. Donc là, on est vraiment sur un exercice d'écoute. C'est un exercice qui a une tendance souvent à faire peur à beaucoup de mes élèves parce qu'ils me disent, ouais, mais qu'est-ce que je vais lui dire?
Bon, déjà, tu es quand même vachement en train de te projeter quand tu fais ça. Mais en fait, tu vas bien voir, je te demande pas de lui dire, je te demande de l'écouter. Je te demande de t'asseoir, à côté d'une chaise vide, d'imaginer qu'il y a une personne qui est en train de te dire quelque chose d'important. Et la seule chose que je veux comprendre, c'est que ce que je souhaite, c'est que tu la laisses parler. Ou que tu ressentes ce qu'elle te fait, ce que ça te fait, ces émotions-là. Et là, vous créez vraiment quelque chose où vous avez quelqu'un qui est capable de créer tout seul et qui accepte, en entraînant toujours le muscle, que lorsqu'on est en train de se parler, ben, je vais te laisser te parler. Parce que j'ai été entraîné à ça. Parce que j'ai été entraîné à laisser quelqu'un parler sans lui couper la parole. D'autant plus une personne qui n'existe pas. Il faut 21 jours pour prendre une bonne habitude. Donc, en s'entraînant, en fait, on apprend à ne plus couper la parole. Et donc, à faciliter la coopération. C'est un peu pour métier, tout ça, eh ben, c'est tout simplement ce qu'on apprend. Ce qu'on apprend pour pouvoir créer des histoires, le premier truc, c'est ce qu'on appelle poser la plateforme. Et mes élèves, ils disent le SLIP, situation, lieu, intention, et euh, je ne sais plus le P. Situation, lieu, intention et pourquoi. Donc, je suis qui, tu es qui, nous sommes qui l'un pour l'autre et on fait quoi et on veut quoi. Ça, c'est un exercice. Au début, on le commence et après, ça vient la plateforme. On fait ça en 5 secondes. Pour les personnes qui ont vu un spectacle d'impro, c'est le fameux 5, 4, 3, 2, 1, impro. Ça nous donne un repère. Et juste après, il doit, avec, sur le même timing, créer ce qu'on appelle la plateforme. Établir de façon très simple. Je suis qui, tu es qui, nous sommes qui l'un pour l'autre. On fait quoi là et on veut quoi après. Ça clarifie les rôles, ça clarifie les enjeux et ça clarifie les attentes. Je reviens sur ce que je vous ai dit. L'objectif en impro, il est d'apprendre à le faire en 5 secondes. On revient sur ce qu'on s'est dit sur le milieu de l'entreprise et la partie qualité en particulier, la partie système de management, les rôles et responsabilités. J'ai 3 casquettes. Je suis responsable de service et responsable de processus. Bah oui, parce que mon organisation ne peut pas faire moi. Quand on rentre dans une réunion, je suis qui, tu es qui, La nous liste sommes des qui l'un accidents pour du l'autre. travail, elle est... Pardon? Ah, c'est un petit bug technique. Nous sommes qui l'un pour l'autre, on fait quoi, on veut quoi. Ça vaut le coup, et ça je le dis souvent à mes élèves, ça vaut le coup de clarifier, plutôt que de partir dans quelque chose qui ne se comprend pas. Là, on a tous vécu des moments où on se regarde, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait là, quoi? Est-ce que j'ai besoin d'être là autour de la table? Pourquoi je suis là? C'est quoi ma plus-value? Je serais tellement mieux ailleurs. Quand je pense que j'ai réservé, j'ai fait sauter cette réunion-là pour venir à celle-là et vraiment je sers à rien, on l'a tous vécu. Je suis qui, tu es qui, nous sommes qui l'un pour l'autre, on fait quoi, on veut quoi. Et ça, c'est ce qu'on appelle la plateforme. Et une plateforme, elle est faite pour être déséquilibrée. Donc, on va déséquilibrer la plateforme en ajoutant un mouvement volontaire. Je vous donne l'astuce. C'est ce que je dis, c'est pour pouvoir donc amorcer le changement et donc amorcer le mouvement volontaire et donc la création de l'histoire. Qu'est-ce qu'on fait? On fait apparaître, disparaître ou on modifie quelque chose. Tout simplement. On va prendre toutes les histoires connues. On va prendre le petit chaperon rouge. Le petit chaperon rouge, il part dans la forêt et tout à coup, il y a le loup qui apparaît. Apparition. Le petit prince, pareil, il passe sur une nouvelle planète. Hop, tout à coup, il y a le renard. Non, il y a la fleur fan. Ok, modification. Donc, de façon très simple, je vais faire apparaître quelque chose, disparaître quelque chose ou modifier quelque chose et ça va déséquilibrer. À partir de là, je sors dans mes zones de confort. Mais étant donné que mon objectif, on l'a dit avant,
On fait quoi? On veut quoi? Il a été clarifié. Et bien, en fait, je crée mon histoire pour revenir à un équilibre, et ce, collectivement, parce que c'est un sport collectif. C'est comme ça qu'on crée une histoire. Et ce qu'on va apprendre aussi pendant tout ça, c'est que en improvisation, vu qu'on fait des erreurs, ben, en fait, ce qu'on va apprendre, c'est à faire des retours constructifs. Vu qu'on a travaillé sur une zone sécuritaire, ben, si jamais j'ai fait quelque chose de mal, je l'accepte. Tu vas me dire quelque chose qui va bien se passer. Et moi, je vais te dire, OK, ça se passe. Je vais être OK avec le fait de retrouver mes émotions, mes détails, mes actions. Et je vais recevoir le retour et je vais savoir comment te faire le retour parce que j'ai pris le temps de te connaître, parce que j'ai pris le temps d'expérimenter avec toi et de connaître tes limites et de connaître tes valeurs. Et oublie un petit truc ici, c'est que ce qu'on apprend aussi, c'est à faire du side coaching. C'est-à-dire que plutôt que dire après, voilà ce qui s'est mal passé, on apprend à dire pendant, en même temps que les choses sont en train de se dérouler. Tiens, tu pourrais faire aussi comme ça. Tu pourrais essayer ça. Regardez vos organisations aujourd'hui. Est-ce que c'est facile à mettre en place? Pas toujours. Donc, le side coaching, les retours constructifs et utiliser mes émotions, ma notion du détail, mes actions pour pouvoir avancer. Et ce qu'on va retenir, et ça, c'est vraiment mes élèves qui vont le dire, le plaisir de la feuille blanche, la liberté de créer collectivement et le droit à l'erreur comme étant un véritable outil d'apprentissage. L'écoute, l'acceptation, le lâcher-prise, ça développe la confiance en soi, en l'équipe, ça favorise l'adaptabilité, la coopération, ça va libérer les paroles, ça va libérer les émotions, cohésion et ça va renforcer votre équipe active. Et en QSE, ça va être quoi? Eh bien, en QSE, ça va nous amener une notion de gestion des risques et de l'imprévu. C'est-à-dire que ça va nous amener à être présent à l'instant T quand on est en train de gérer nos risques. Quand on est en train de dire, OK, là maintenant, on va mettre à jour notre document unique ou même la gestion des risques de notre système de management. On va être capable de remettre en question et interroger notre réel, c'est-à-dire notre plateforme. Dire, ouais, mais regarde au bout du compte, s'il y a ça qui disparaît, s'il y a ça qui apparaît, s'il y a ça qui se modifie, parce qu'on aura été entraîné à réfléchir comme ça. Et surtout, ça va nous amener à nous projeter dans une situation inconnue et à proposer des solutions. C'est-à-dire collectivement, comment est-ce qu'on fait pour revenir? Et pas juste à être, vous connaissez, enfin j'espère, c'est que super, on a identifié les risques, maintenant on met quoi en face? Ah non, moi, mon taf, il s'arrête au risque, hein. Non, non, ça, c'est le rôle de la qualité de trouver des solutions. Ah non, Jean-Michel, c'est ensemble qu'on va trouver une solution. Parce que moi, j'y connais rien à ton métier. Le nombre de fois qu'il faut nettoyer la ligne de production, j'en sais rien. Vraiment, hein. Le programme de maintenance, ouais, j'ai vu qu'il avait été fait, j'ai compris deux, trois trucs parce que voilà, j'ai une petite formation technique, je vais m'en sortir, etc. Mais si jamais il faut le mettre en œuvre, tu comptes pas sur moi. Donc, je vais pas être capable, je peux te faire des propositions pour te challenger, mais je vais pas aller bien loin. Et ça, comprendre et intégrer les motivations, les besoins des parties prenantes. Quand on est, je le sais, encore une fois, j'espère qu'il n'y a pas que moi qui l'ai vécu, de se dire, en tant que responsable qualité, mon métier, il est de faire en sorte que les choses soient sous contrôle et qu'on m'a regardé le nombre de fois en me disant, ah ouais, bah non, ton rôle, t'es responsable de la qualité. What? Non, je suis co-responsable, je suis pas responsable. On est tous responsables. Discussion des fois qui peuvent être compliquées à avoir. Donc, en entraînant mes risques, en entraînant justement tous ces muscles que je vous ai dit avant, via des outils qui sont liés via aux techniques de l'interrogation, là, vous avez un exemple hyper concret de comment vous pouvez voir les modifications implémentées dans votre système de management via la gestion des risques et via la gestion des imprévus. Parce que quoi? En créant cet espace de sécuritaire, vous augmentez la carte de vos compétences. Et artificiellement, vous allez vous dire, ouais, moi je suis lui. Ça, c'est mes croyances et mes valeurs. Mais si jamais il y a un truc qui disparaît, mais si jamais il y a un truc qui apparaît, mais si jamais il y a un truc qui se modifie, ben en fait, ma carte, elle va grandir, tout simplement. Et ça va me permettre quoi?
bah, c'est d'avoir une gestion du changement qui soit beaucoup plus rapide. La mise en place d'une nouvelle réglementation, je vais prendre les CMR, vu que c'est un sujet. Ben, au lieu de dire, ah maman, c'est encore un nouveau truc et tout, ok, j'ai un changement réglementaire, c'est quoi l'idée? Vous avez prévu de vous battre contre la réglementation? C'est mort. Donc, on va pas négocier ça. On va dire oui, oui et. Super, oui, et j'ai un nouveau changement. Qu'est-ce que j'en fais? J'accepte le changement et je vais changer de posture pour entraîner les autres. Et ma courbe du changement, statistiquement, on dit que la mise en place d'un changement, c'est 18 mois. Et ben, est-ce qu'on peut pas réussir à la faire, à la réduire? Je vous rappelle qu'on a des enjeux sur 2030 où on va revoir de nos postures et nos compétences. Et donc, on va devoir accepter que nos métiers changent. Si on reste sur des postures qui, historiquement, nous amènent à faire de la gestion du changement qui dure entre 18 et 36 mois lorsqu'on met en place un nouveau processus, c'est demain, 2031. Donc, il faut réussir à les réduire. Et tout ça, ça va passer beaucoup par les humains. Également, en gestion de crise, bah, tout simplement, il va falloir que je les identifie. Changer de rôle. Ne serait-ce que changer de façon de développer mon leadership. Si j'ai un leadership qui est collaboratif, moi, par exemple, mais qu'on passe en gestion de crise, bah, peut-être qu'il va falloir que je passe sur un management qui soit plutôt directif. Donc, je dois changer de rôle. Je ne suis pas quelqu'un de directif, mais je vais devoir accepter de le faire si j'en ai besoin. Ou alors accepter qu'il y ait quelqu'un d'autre qui va le faire pour moi. Et potentiellement, ce ne sera pas quelqu'un qui fera partie de mon service, qui fera partie de mon métier ou quoi que ce soit. Mais je vais devoir accepter qu'en fait, non, c'est lui qui prend le lead, quoi. Ça, je suis pas capable. Et c'est pas grave. Parce que le plus important, je reviens dessus, c'est un sport collectif. C'est pas une question de qui a raison. Et je sais derrière ce que j'entends déjà une question. Ouais, mais comment on fait avec les égos? Comment est-ce qu'on fait avec l'ego des gens? Ben, vous faites pas aujourd'hui. Ça, je vous le dis tout de suite. Ou plutôt, vous faites avec. Mais par contre, effectivement, les amener à une pratique et sur une pratique qui va aller du ludique et du collaboratif et que, en fait, on entraîne notre cerveau à réfléchir autrement et à agir autrement, et bien, en fait, l'ego, il est au niveau, il va se mettre au niveau du collectif. Et ça, bien sûr, je vous ai pas parlé des conflits, mais ça vous développe ça désamorce ces conflits. Ce que mes pratiquants, ils disent, ça, c'est leur phrase. J'ai appris à me taire pour mieux écouter. D'un autre côté, l'ambiance de mon équipe s'est vraiment améliorée. Ça, ils me le disent de façon différente et variée. Par contre, j'ai pris confiance, je dis ce que je pense et je n'ai plus peur des conflits. C'est des choses qui reviennent très souvent après quelques temps. En gros, si je résume ici, c'est que nos muscles, il faut les entraîner. Et les bénéfices qu'on va avoir sont vraiment orientés sur la cohésion, la prise de responsabilité, le collectif et la gestion du changement. Et quand je vous dis au bout de quelques temps, c'est que, en gros, ce que moi j'observe, c'est que individuellement et collectivement, on a des résultats visibles dans 100%, quasiment 100% des cas au bout de 10 semaines lorsqu'on pratique 2 heures d'improvisation par semaine. Ceux qu'on fait le plus court, c'est 4 semaines. Mais c'est vraiment, j'arrive pas encore à m'expliquer pourquoi ce groupe a réussi à faire ça aussi vite. Mais au bout de 10 semaines, en gros, on a des vrais changements visibles où les questions qui sont posées, les pratiques qui sont modifiées en 10 semaines, c'est-à-dire en un trimestre, hein, globalement, on a des résultats visibles, on a un changement de posture, on a les personnes qui se redressent, pour les grands par exemple, des personnes qui se redressent, on a une élocution qui est complètement différente, un plaisir à rencontrer l'autre et à se dire on va continuer à créer ensemble. Ça crée un lien très très fort. Surtout qu'en plus, comme vous l'avez compris, on parle aussi des émotions, donc on va partager nos émotions et ça va beaucoup renforcer notre intrapersonnel. Et maintenant, pour continuer, ou plutôt pour que vous puissiez ben, essayer de repartir avec quelque chose, parce que ça, c'est important, c'est essayer, à partir de demain, de mettre en place quelques éléments.
qui sont issues pour le coup du théâtre d'improvisation. La première, je l'aurais dû la mettre dans le sens, c'est afficher une règle simple. On ne commence aucune phrase par non. Et si la personne a dit non, applaudissez-la. Ne vous moquez pas. Elle a fait une erreur. Mais c'est parce que elle est applaudie en toute sincérité, en toute authenticité, que elle ira vers le oui. Si vous vous moquez, ou si vous le faites avec un état d'esprit qui n'est pas collectif, soit la personne se taira, et là vous ratez l'occasion d'avoir une bonne idée, soit tout simplement la personne ne jouera pas le jeu, et ça n'aura plus de valeur. Donc, ne commencez aucune phrase par non, affichez la règle, et dès que quelqu'un fait l'erreur, applaudissez-la. Et remerciez-la. C'est une erreur que je ferai pas. D'un autre côté, désigner un gardien du rythme en réunion. Un petit peu de ce que je vous ai dit pour faire quoi? Ce gardien du rythme, il va être là pour pouvoir dire, c'est pas clair. Il n'y a qu'une seule personne qui aura à dire ça. C'est pas tout le monde. Donc, une personne qui va être en très grande écoute. Son travail à elle, c'est écouter et relancer. Désigner un gardien du groupe qui va pouvoir dire, là, j'ai besoin qu'on ait un détail supplémentaire. Là, on est en train de se perdre. Là, on est en train, euh, il y a de la frustration dans l'air. Il faut qu'on exprime nos frustrations. Attention, maintenant, il faut qu'on amène l'action pour réussir à changer. Et vous avez une personne qui est le gardien du rythme. De la même façon que vous pouvez avoir un timekeeper ou que vous pouvez avoir un facilitateur, là, vous avez vraiment une personne qui n'est ni animateur, mais qui est juste là pour garder le rythme. Et, point essentiel, clarifier les plateformes. Clarifier les plateformes. Quand vous rentrez en réunion, il y a une règle qui dit qu'il faut pas qu'on soit plus de 600 réunions. Mais bon, elle est tellement pleine d'exceptions, cette règle. Mais par contre, clarifier les plateformes. Je suis qui, tu es qui, on est qui l'un pour l'autre, on veut quoi, pardon, on est qui, on fait quoi et on veut quoi. Ça vaut le coup de le dire. Je suis responsable QSE, tu es pilote de processus ATA, on est qui l'un pour l'autre, on travaille ensemble sur la mise en place du système de management, toi sur la partie des achats, moi sur la cohérence globale du QSE, du système de management. On veut quoi? On veut quoi? On veut améliorer la, le délai de signature des ordres d'achat. Ça prend pas beaucoup de temps, mais ça permet de dire au responsable achat que je suis pas en train de parler au manager, que je suis en train de parler au pilote. Et ça va structurer avec tout notre discours. Et ça, c'est beaucoup plus simple que juste dire, on part dans un truc et à un moment dire, ah, mais attends, tu parles à qui là? Ah, punaise, on n'est pas sur le même mode. Donc, clarifiez votre plateforme pour pouvoir ensuite pouvoir la, la déséquilibrer et ensuite la rééquilibrer. Sur cette base-là, vous avez trois outils qui sont relativement simples à mettre en place. Et maintenant, c'est à vous d'utiliser le théâtre d'improvisation, de faire rentrer le théâtre d'improvisation, de vous-même aller essayer de faire de l'improvisation et ensuite de pouvoir amener ça dans vos entreprises. Je vais m'arrêter là. Comme ça, je garde 5 minutes si jamais vous avez des questions. Alors dans le chat, on avait donc Franck qui nous disait, mais ça fait peur de lâcher prise. Comment on Oui, va au-delà de cette peur, entre guillemets? alors déjà, on va se souvenir un petit peu qu'on a été des enfants. Ça, c'est comme je dis, c'est la base. Le lâcher prise, en fait, c'est enlever une caméra. Quand on grandit, on a un truc qui se met en place, c'est la caméra, en fait, qui est en train de nous apporter du jugement. Et ce jugement, en fait, qui est lié, en fait, à cette petite caméra, ben, on va devoir essayer de débrancher la caméra. Et ça, ça se fait avec des objets, avec des exercices en collectif, où
on va se mettre en mouvement ou on va interagir. L'idée, c'est quoi qui est derrière? C'est justement d'arrêter de penser par cette caméra, mais plutôt de réfléchir dans l'instantané. Donc, on fait beaucoup d'exercices en improvisation où, en gros, on... Comment est-ce qu'on dit ça? Comment est-ce que je le dis? C'est dans le sens, on torture plutôt pas on torture votre cerveau, mais on mélange votre cerveau pour réussir à faire en sorte que tout à coup, vous soyez plus en train de penser à la caméra, mais que vous soyez dans l'instant présent. Et comme tout, ça s'entraîne. Ça, c'est en faisant, c'est en faisant, c'est en faisant. Et derrière, on met beaucoup de plaisir et beaucoup de rêve. Donc, au bout du compte, le lâcher prise, il se met en place. Par contre, Franck, et là, je vous rejoins, c'est que c'est peut-être le muscle le plus difficile à travailler parce que c'est celui qui est le plus ancré. Mais collectivement, ça fonctionne. Parce que du coup, concrètement, dans une entreprise, par où on commence? Vers le Est-ce que c'est le management, c'est la direction, c'est comment on initie? C'est pas évident de trouver 2 heures par semaine pendant 10 semaines pour s'entraîner. Donc, Je suis d'accord. comment on fait? Bah déjà, tu as tout à fait raison, mais je vais te faire un petit parallèle qui est qu'on a bien réussi à faire entrer les cours de sophro et les cours de yoga en entreprise au nom de la QVC, de la qualité de la QVCT. C'est la même idée en fait. C'est de dire, bah, on est capable d'arriver, de proposer des activités. Il y a des enjeux en fait aujourd'hui qui sont liés à la qualité de vie au travail au niveau de la santé mentale et de la sécurité physique, il y a des programmes qui doivent être mis en place. Au lieu de proposer, je dis pas que le yoga, c'est pas bien, attention, hein, s'il vous plaît, me faites pas dire ça, j'en fais moi-même. Mais par contre, euh, peut-être qu'il y a des pratiques où on a besoin de renforcer la communication et la capacité à échanger des idées, ah, qui sont, par exemple, comme le théâtre d'improvisation. Donc, en fait, ça va rentrer par la même porte. Ça répond à ta question, Valérie. Oui, oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Franck, est-ce que tu as une question? On a, tu as ton micro qui n'est pas branché. Ah, je n'entends pas. Euh, non, non, pas particulièrement, mais si ce n'est effectivement l'idée de voir comment ça pourrait s'initier dans l'entreprise, comme des cours de yoga, je trouve que c'est effectivement une super idée. Et aujourd'hui, moi, j'ai des consultations justement pour des entreprises qui fonctionnent beaucoup avec des saisonniers pour réussir à favoriser leur intégration dans les process, poser des questions, ne pas avoir peur de poser des questions quand ils arrivent, parce que ben, en fait, il faut les onboarder rapidement. Et en fait, en une journée de formation, on n'a pas le temps de tout leur dire. Donc, il faut qu'ils aient l'état d'esprit d'aller poser des questions. Et vu qu'en fait, ils sont systématiquement un œil nouveau, de remonter les situations. Et en fait, de travailler de cette façon-là, ça permet en fait de modifier cet état d'esprit, en fait. Par contre, c'est que sur le volontariat, il faut passer on va dire, la petite peur initiale de dire je m'inscris au yoga ou à l'improvisation. T'as tout dit. Ça, c'est très important ce que tu dis. Ça passe par le volontariat. Enfin, en tout cas, moi, ce que je vois, c'est que ça va passer par le volontariat. J'ai déjà essayé de je te donne un exemple tout simple. Alors, c'est avec des ados, c'est un peu différent. Je donne des cours d'impro à des ados où c'est les parents qui les ont inscrits parce qu'il faut bien s'occuper. C'est pas le même délire. Non, c'est clair. Il On faut a vraiment une, qu'il y ait une démarche volontaire. on a une autre phrase donc de Céline. Comment réagissez-vous au mot mais dans une phrase? Je suis sûr que Céline a la réponse. On applaudit, tout simplement. On applaudit. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que l'erreur doit devenir un jeu. L'erreur doit devenir un levier d'apprentissage. Ça arrive à tout le monde de dire des bêtises, surtout dans des entreprises qui innovent. Tout simplement, quand on vient d'une start-up, par exemple, dans une start-up, on construit. Donc, en fait, des erreurs, on en fait 8 milliards. Mais faire des erreurs, pas parce que le produit n'existe pas, parce que le marché n'existe pas, parce que les process sont à mettre en place, enfin, parce qu'on n'a pas compris la réglementation, parce que ça a changé, parce qu'on est tellement le nez dans le guidon qu'on n'a pas vu qu'il y avait des choses qui se passaient. Il y a plein de choses qui se passent. Donc, en fait, l'erreur doit devenir un jeu. Donc, si je dis un oui, mais c'est pas la règle, je l'applaudis et ensuite on réfléchit ensemble comment on fait.
à Annick. Alors, interdire le non par rapport à une décision qui est mal acceptée ne crée-t-il pas de la frustration de la part des collaborateurs et est-ce que cela n'est pas susceptible d'entraîner encore plus de rejet? Alors oui, complètement, complètement. Et là, c'est la raison pour laquelle, en fait, il faut s'entraîner à ça. Euh, Si jamais vous le faites maintenant, comme ça, effectivement, ça peut être abrupt. Ça, je l'entends. Par contre, si vous le faites progressivement, et si vous le faites en mettant derrière une logique, et ben en fait, ça va donner du sens. Mais le non, surtout les premiers temps, le non, en fait, il fait partie tellement fort de notre quotidien. C'est comme si moi, tout à coup, je vous disais, on prend plus le café le matin. J'ai interdit le café. Et pourquoi? On a toujours pris du café. Et pourquoi? J'ai toujours dit non. Donc, il faut qu'il y ait du sens, en fait, derrière. Et derrière le sens, derrière le sens, derrière, c'est la pratique. Essayez, essayez. Et c'est pour ça que, ben, je comprends et j'entends parfaitement ce mot qui est frustration de la part des collaborateurs. C'est, ben, le fait de derrière, attention, hein, accepter, ça veut pas dire être d'accord à toi, avec toi, hein. C'est une grande différence, hein. J'ai le droit de pas être d'accord. Si jamais on est en dehors de mes valeurs, c'est dire non. Non, c'est dire oui à autre chose. Je reviens dessus. Ça, c'est un truc que je dis tout le temps. C'est juste, OK, ça, je suis pas d'accord, mais c'est pas la même chose que de dire non. C'est dire je suis pas d'accord. C'est pas la même chose. La règle, elle est simple. C'est je ne commence pas une phrase par non. C'est que ça. C'est pas dire je suis pas d'accord. Alors, si je peux témoigner personnellement, j'ai un filleul qui est autiste, hein. Et si je commence une phrase par non, son cerveau se bloque et derrière, il peut plus rien faire. Donc, bah, j'ai appris à lui dire, quand il me dit, est-ce qu'on va au cinéma? Un jour, je lui ai dit, non, on ira. D'abord, on va manger. Et j'ai pas pu le prendre parce qu'il était en crise. Donc maintenant, je lui dis oui après manger. C'est-à-dire que, et je me suis entraînée à dire oui. Et du coup, c'est beaucoup, beaucoup plus fluide avec lui. Un très bon exemple. Et mine de rien, on est tellement habitué à dire non. Parce que tu vois, regarde, je prends l'exemple que tu dis, la phrase on va au cinéma, non après manger. C'est non, non, c'est non, c'est pas. Ah, on t'entend Ah non, moins non, bien. Moi, je t'entends pardon, moins bien, mince. c'est vrai. Ouais, Bon, on est ouais, arrivé c'est à vrai. l'heure. C'était passionnant. Viviane, merci beaucoup. Donc, tu m'enverras ta Avec présentation. plaisir, Merci à bien entendu. tous. Et puis, je vous donne rendez-vous. Donc, je vous souhaite de belles vacances puisque c'était notre dernier petit déjeuner avant les vacances. Je vous donne Valérie, rendez-vous. Oui, pardon. excuse-moi, j'ai vu qu'il y avait une dernière petite question. Je Ah, réponds vas-y, vas-y, rapidement. vas-y. Oui, tout à fait. On fait un débriefing systématique, systématiquement, et on travaille sur la séance d'après. Voilà, c'était tout. Et donc, le prochain petit déjeuner, c'est le mardi 2 septembre de 9 heures à 10 heures en visio, comme d'habitude. Et ça sera Yvon Mougin qui va nous parler de comment passionner les collaborateurs. Donc, aussi un grand moment à découvrir. Mais écoutez, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Merci à tous. Un grand merci, c'était super, passionnant. Merci. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.